Nous accueillons le Mwami Kabare Rugemani Zidé qui sera notre invité sur ce plateau. Je vous demande de vous lever pour l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Sa Majesté le Mwami Kabare Rugemani Zidé, l'invité spécial de cette émission Héros de la langue. Sa Majesté, c'est pour nous un honneur de vous recevoir sur ce plateau. C'est rare dans cette émission Héros de l'Homme de recevoir un chef coutumier comme vous, un grand roi du Bouchi. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être roi? Ce n'est pas quelque chose de très commun. Ce n'est pas quelque chose de très commun, mais je descends d'une longue lignée. Il a pris au bon Dieu que je sois celui qui a perpétué la ligne des cabarets. C'est ce que je peux vous dire par rapport à la question que vous posez. Justement, alors, vous avez 63 ans actuellement et vous venez d'un père qui a été roi également, comme chez les Bachi, vous êtes le grand roi du Bouchi. Et vous passez comment pour être roi? Parce que vous nous dites que vous venez d'une royauté et vous devez nécessairement être roi quand vous êtes de cette famille. Et vous, quelle est votre particularité? Parce que vous ne naissez pas à Kabare, vous naissez à Kinshasa. Comment ça se passe? Mais d'abord, il faut savoir que chez nous, la succession se fait de père en fils. Depuis des lustres. Il est évident que parfois, il y a des petits coups d'état qui se font au sein de la famille, tantôt un oncle, tantôt un cousin, tantôt... Donc c'est inhérent à l'histoire humaine. Donc moi j'ai succédé à l'Effateur, qui lui-même a succédé entre parenthèses à son frère, son demi-frère, mais vous avez comme père commun le Mwami Alexandre Kabare. Justement, le 0-0 comme on l'appelle. 0-0 comme on le surnomme. Ah. Ouais. Et justement, vous naissez à Kinshasa. Nous voulons savoir les circonstances. Pourquoi à cette époque votre père était à Kinshasa? Parce que vous, quand vous naissez à Kinshasa, il doit y avoir des raisons. Pendant que vous êtes de la famille royale, où normalement vous étiez censé être à Kabare, je ne sais pas, c'est le chef-lieu ou le grand terroir du Bachi. Oui. Donc en fait, mon grand-père était assez rigoureux envers les Blancs, surtout les Blancs qui faisaient de l'esclavage déguisé envers les populations qui travaillaient dans les plantations des Blancs. Ce qui fait que son comportement n'a pas plu au pouvoir colonial. Et comme le tuer risquait de créer une nouvelle guerre entre Chypre, on a préféré le reléguer à Kinshasa. C'est ainsi qu'il partira avec ses neveux et mon père, qui à l'époque devait avoir environ 8 ans. Donc ça c'est en 1936. Et il restera relégué à Kinshasa jusqu'en 1959 à la veille de l'indépendance. Donc il aura passé ailleurs, même ici à Kinshasa, il aura des démêlés, il sera déporté sur le Bas-Congo, puis il va revenir ici quand le souffle des indépendances commence à traverser l'Afrique en venant de l'Asie. Et c'est ainsi qu'en 1959, il sera autorisé à rentrer pour, en quelque sorte, essayer d'éviter ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé aussi en Afrique du Sud, hein, pour éviter qu'il y ait trop de casse au moment de l'indépendance. Alors c'est sous ces entrefaits que je naîtrai ici à Kinshasa en 1950. Alors, on va le rappeler, vous ne restez pas stable avec votre papa qui est médecin d'ailleurs. Vous partez par exemple à Kisangani, vous tournez en fait les Congos. Hein. Alors, quelle est l'expérience de ces voyages? Est-ce que ça vous préparait déjà à être un roi, ce voyage?
Bon, d'abord, la première des choses, hein, et je crois que c'est un des objectifs de cette émission, c'est de perpétrer nos cultures et nos valeurs traditionnelles. L'avantage que j'ai pu tirer de ces voyages, c'est que j'ai un profond respect pour les différentes cultures que j'ai eu à vivre avec, pour les différents peuples avec lesquels j'ai évolué à une certaine période de ma vie. Donc, ce sont des expériences enrichissantes. Par exemple, on entend parler des Lendu. Moi, j'ai vécu avec les Lendu. Parce que j'ai été à l'internat à Bunia. Vous étiez à l'internat à Bunia? Oui, j'ai vécu avec les Lokele, puisque j'ai terminé ma 6e secondaire à Kisangani, les Wagenya. Ce sont des peuples que beaucoup n'entendent que par les histoires, mais on a vécu avec eux. Et ça m'a permis, en quelque sorte, de préparer aussi ma succession à mon père. Donc, grosso modo, c'est ce que je peux vous dire sur ces différents périples que j'ai effectués. Alors, mais votre père va décéder, en fait. Et le décès de votre père, ça ne vous fait pas peur, parce que gérer tout un royaume, ce n'est pas une chose facile pendant que vous vivez dans des situations qui sont complexes politiquement, où vous êtes dans la résistance, où vous êtes dans les fuites par-ci, par-là. Est-ce que vous ne voyez pas un grand défi devant vous? Quel est le ressentiment quand papa meurt? Mais je vous dis, j'ai eu l'avantage en 1987 d'être élu député national. En 87 hein? En 87, j'avais 29 ans. Et le jour du décès de mon père, c'est le président Zoulouni qui m'appelle pour me demander où est-ce que j'étais. Je lui dis, je suis en route pour le Palais de la Nation, parce qu'à cette époque-là, nous siégions au Palais de la Nation. Il va m'annoncer la mort de mon père. Je vais encaisser devant lui en tant que grand garçon. Et là, vous avez quel âge déjà? Là, j'ai 30 ans. Mais quand je me suis retrouvé seul, je me suis dit, mais papa, quel coup vous me faites là? Vous me faites un coup là, ça c'est un coup que vous venez de me faire. Vous me laissez avec mes petits frères. Et là, je n'imaginais même pas encore à la succession royale. Hein, mais en tant qu'individu, je me voyais à la tête d'une famille nombreuse, tous les problèmes qu'il avait à gérer, je devais les gérer à mon tour. Donc c'était en fait le chaos, quoi. Psychologiquement, c'était le chaos pour moi. Évidemment, quand on va rentrer au village, je serai prise en main par les gardiens de la coutume pour préparer la succession. Et qui sont ces gardiens de la coutume, si on peut justement parler de ça? Vous savez, le royaume du Bouchi était très organisé, aussi bien administrativement que culturellement. J'avais à l'époque 42 gardiens de la coutume. Il y a Toussaint qui est un pygmée, qui est le gardien des emblèmes royaux. Vous avez Boussingisi, qui est aussi un pygmée, c'est lui qui est chargé de réveiller le moineau et de faire coucher le moineau avec le tambour. Vous avez Nessirangana, qui est chargé d'amener le miel, Niwe. Il y a un autre qui est chargé de la trombone ou de la trompe royale, puisqu'on avait des trompes à l'époque en pointe d'éléphant, travaillées. Donc, chaque Mujinji a son rôle. Vous avez par exemple, malheureusement il est atteint par la limite, vraiment il est très âgé, celui qui déclenchait, qui allait préparer la guerre. Donc chaque Mujinji a son rôle et il fallait qu'on m'explique tout ça, qu'on m'explique comment allaient se dérouler les cérémonies. Donc ça m'a permis
d'oublier, d'effacer la douleur de la mort de mon père et de me concentrer sur mon futur rôle de Moani. D'autant plus que je ne maîtrisais pas très bien le machi à l'époque. Justement. Parce que on rappelle aussi, vous avez été en France, d'ailleurs vous avez fait quelques cours là-bas en France. Oui, vous ne maîtrisez pas justement le machi. Ouais, le machi, il m'a fallu du temps et ce sont ces vieux-là qui me formaient. Même après, après m'avoir intronisé, même si mon machi était boiteux, il m'obligeait à me parler qu'à moi. Donc, ils m'obligeaient à parler avec eux en machi. Et petit à petit, on s'est habitué. Et donc, vous êtes prêt pour devenir roi? Et quels sont les défis directs que vous croisez quand vous êtes déjà roi? Ah, les défis directs, bon, qui est toujours constant jusqu'à ce jour, c'est la pauvreté, la grande pauvreté de la population. C'est l'organisation administrative de la chefferie, qui est tout le temps un de mes soucis pour améliorer la qualité des services qu'on doit rendre à la population. Aussi bien améliorer les recettes pour pouvoir mettre sur pied des projets de développement, rassurer par notre sens de la bonne gouvernance les différents partenaires. Et donc les défis étaient nombreux. Et en 1996, il y a eu la guerre dite de libération. Nous avons dû prendre le maquis. Et ce n'est qu'en mars ou avril 1998 que nous sommes sortis du maquis. À 1997, pour venir saluer les autorités politico-administratives au niveau national. Nos échanges n'ont pas été souvent, comment est-ce que je peux dire, courtois. Sous Mobutu ou pas? Non, ça c'est sous le feu musée. Sous Mobutu, nous avions prévenu des autorités que quelque chose de grave se préparait à l'Est et qu'il fallait trouver une solution à la question des réfugiés, notamment des fameux Interahamwe qui commençaient à s'entraîner dans les camps de réfugiés. Malheureusement, le pouvoir politique à l'époque de Mobutu n'a pas bien perçu la donne, et surtout que le président Mobutu était déjà malade, donc amoindri dans ses réflexes de félin politique. Donc bref, il y aura la guerre de libération, et puis en 1998, au mois d'août, il y aura la deuxième guerre, dite la deuxième guerre, ou la guerre d'agression de notre pays, et la création de multiples groupes armés rebelles. Et là encore, nous allons prendre le maquis. Vous faites 2 fois le maquis ou 3 fois. Depuis donc, que vous êtes petit, de maquis à maquis, la famille royale, c'est complexe, on peut dire. Les militaires avec qui ils faisaient la résistance sont partis parce qu'ils n'avaient plus de munitions. Et nous étions des autorités politico-administratives, donc une cible de choix pour déstabiliser le psy communautaire. C'est ainsi que je vais prendre le maquis de 1998 à juin 2001. Et puis je vais m'organiser pour aller en Nairobi, de Nairobi, venir à Kinshasa et prêter ma voix à toutes les voix des Kivusiens qui déclaraient que la guerre n'était pas une guerre de rébellion, mais c'était plutôt une guerre d'agression. Bref, ça va nous amener à Sun City. Ah, vous étiez à Sun City? Comme roi du Bouchi, oui, comme j'étais là comme représentant des chefs coutumiers du Sud Kivu. Okay. Donc, nous sommes rentrés ici. J'ai fait partie de la commission constitutionnelle dite de Matadi, puisque beaucoup oublient que quand nous sommes rentrés de Sun City, le
le premier ministre désigné, c'était Jean-Pierre Bemba. Alors, il fallait qu'on mette sur pied un texte juridique qui puisse permettre de gérer cette transition. D'ailleurs, à cet effet, je dois vous dire que j'ai été à Bois-de-Lité. Je ne dirai pas sur demande de qui ou qui, mais par le fait que je connaissais bien Jean-Pierre Bemba à l'époque de Mobutu, pour lui demander de revenir à Kinshasa. Bon, malheureusement, il a eu des considérations qui lui sont propres, qui l'ont poussé à ne pas accepter. C'est ainsi qu'on va faire Pretoria et revenir avec la fameuse formule 1+4. Mais à Pretoria, je n'étais pas là. Nous, et de là, en 2003, on a mis sur pied le Parlement de transition. Moi, j'étais au Sénat, et avec Monseigneur Marini Bodo, qui était notre président à l'époque. C'est ainsi que, jusqu'en 2006, nous avons siégé au Palais du Peuple. Mais il y a beaucoup de parenthèses que vous allez... Vous épargnez, en fait. Vous allez peut-être y revenir. Mais grosso modo, en 2006, c'est là où il y a la caravane de Vital pour la réunification. Et c'est à cette occasion-là que nous allons rentrer au Kivu. Après pratiquement 5 années passées à l'extérieur de Bushi. Alors, je pense que ça, c'est très intéressant et c'est applaudir quand même ces beaux parcours. Alors, nous rappelons aux très chers téléspectateurs qui nous suivent à la maison que nous sommes avec les Mwami Kabar et Rougemanizide qui nous a donné cette occasion, cette opportunité de discuter avec lui et sur le Bushi qu'il a l'honneur de diriger, si on peut le dire. Alors, Sa Majesté, en 2015, une université américaine vous offre le titre docteur honoris causa avec le président ou le directeur de l'ICSN. Oui. C'était quoi? C'est pourquoi? Ben, en fait, beaucoup ignorent que 17% du parc national de Kahuzi-Biega est en limite avec le territoire de vous savez que c'est un parc qui servait de réservoir de gibier pour la population. Mais quand on en a fait un parc national, il y a eu certaines interdictions qui ont été faites à l'endroit de la population. Et l'approche qu'on avait à l'époque, c'était une approche policière. Donc, il fallait trouver une formule qui puisse permettre au parc national de Kahuzi-Biega de demeurer réellement un réservoir de biosphère, tout aussi en veillant aux intérêts des populations riveraines de ce parc, qui perdaient quand même, ont perdu certains leurs champs, d'autres ne pouvaient plus avoir accès à la viande de brousse, parce qu'il y a certains animaux protégés qu'il fallait absolument protéger des hommes, notamment le gorille des montagnes, les chimpanzés. Alors, nous avons essayé d'approcher les responsables du parc national de Kahuzi-Biega pour leur dire qu'on ne peut pas faire de la conservation de la nature sans penser aux populations riveraines de ce parc. C'est ainsi qu'on va mettre sur pied maintenant ce qu'on appelle l'approche communautaire. Donc, on va associer des délégués des différentes populations limitrophes du parc Kahuzi-Biega dans la gestion des crises. Notamment, par exemple, quand les éléphants sortent du parc et qu'ils vont dévaster les champs des villageois, nous devons trouver une formule pour que les villageois ne s'en prennent pas aux éléphants, mais qu'ils rentrent aussi dans leurs droits, parce qu'ils ont droit à la vie. Donc, c'est ainsi que nous avons pu évoluer avec les responsables du parc national de Kahuzi-Biega. Et le taux de boitonnage est vraiment tombé... à zéro ou... Non, non. On est des humains. Ah, hein, il ne manque pas l'un ou l'autre qui
qui fait une petite incursion dans le parc pour braconner. Donc bref, avant les deux guerres, nous avons pu quand même stabiliser le niveau de braconnage à un taux très faible. D'où ce prix de mon professeur oui, donc on était suivi par les partenaires sur la façon dont on s'impliquait, les réunions qu'on tenait. C'est ainsi que j'ai eu l'honneur de me voir décerner un diplôme de docteur honoris causa en environnement et en développement durable. Ça c'est à applaudir quand même. Professeur, vous êtes docteur honoris causa en protection de la nature et c'est très intéressant. Mais avant de revenir sur quelque chose que vous avez présenté à Kinshasa il y a quelques jours, nous allons appeler un spécialiste du bouche sur ces plateaux et qui va nous parler dans quelques instants devant les rois de ces ouvrages qu'il publie sur les bouches d'ailleurs. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est une surprise. Messieurs et dames, sur ce plateau des héros de l'ombre, nous serons très honorés d'accueillir un grand notable d'Ibouchi, quelqu'un qui a écrit sur les Bouchis, un professeur d'université. Il enseigne à l'université de Lubumbashi, mais aussi à l'université catholique de Bukavu. J'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau des héros de l'ombre le professeur Gaspard Mugaruka, qu'on va accueillir chaleureusement et qui sera avec nous. C'est un spécialiste d'Ibouchi. On peut l'accueillir, s'il vous plaît, avec applaudissements. Le professeur Gaspard, il sera tout à l'heure avec nous. Ah. Le professeur Gaspard Mugaruka, c'est un spécialiste d'Ibouchi. Alors, il peut prendre une place ici, le professeur. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup, cher public. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Alors, professeur, vous êtes en face du roi, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Ça va. Merci beaucoup. C'est retrouvailles, hein? Retrouvailles avec un très bonne surprise. Nous n'avons que des surprises dans cette émission Héros de l'Ombre. Et Sa Majesté, nous voulons vous présenter le professeur Gaspard Mugaruka, un grand écrivain d'Ibouchi. Et pour commencer, il a quelque chose que je lis d'ailleurs. Je ne sais pas si vous aussi vous avez lu. Alors, il y a cet ouvrage, les Bashi et les Baouf de la République démocratique du Congo. Ce sont des traditions orales et histoire, bien sûr, d'Ibouchi. C'est un spécialiste d'Ibouchi. Ils sont employés aux éditions CEDIP en avril 2021. Et ce n'est pas tout. Je rentre encore en arrière. Il y a cet ouvrage, Congo-Kinshasa, histoire dite décolonisation et colonisation, Paris aux éditions universitaires européennes. Le professeur Gaspard Mugaruka, bonjour. C'est pour nous un grand honneur. Voilà, merci beaucoup. Alors on va parler de tout ça. Professeur Gaspard, c'est pour nous un honneur de vous recevoir sur ces plateaux des héros de l'ombre. C'est rare de recevoir des intelligents, des connaisseurs comme vous. Et vous êtes aussi un mouchi quand même. Oui. Vous êtes un mouchi? C'est mouchi. Donc vous êtes sous sa responsabilité, coutumièrement. C'est moi, Mwami. C'est votre roi. Oui. Okay. Je suis parmi ces notables. Et alors, comment vous paraissez aussi connaisseur d'Ibouchi Buavu? Quel est ce secret avec tout ce que vous avez fait? Alors, je rappelle, ce livre a été préfacé par le professeur Edouard Ndoua Solol, qui n'est plus en vie, malheureusement. Alors, comment êtes-vous aussi connaisseur d'Ibouchi et Buavu? Bon, je m'intéresse beaucoup à l'histoire d'Ibouchi et du Buavu. Je m'intéresse à tout ce qui concerne la culture de mon terroir. J'ai grandi au village et quand j'ai terminé mes études secondaires, je me suis fait inscrire en histoire à la faculté des lettres. À la faculté des lettres. Là, vous êtes à Lubumbashi. À Lubumbashi. Ouais. Je terminé ma licence en histoire et comme semble que
j'avais brillé, j'étais le major de ma promotion. Ah ouais, vous distinguiez, si on peut le dire, Oui. les distinctions en distinction. Et j'ai été retenu très bien. Assistant à la faculté. Et voilà comment j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire ancienne des Bouchis et des Boavo. J'ai eu la chance de tomber sur un professeur américain, le professeur Richard Sigwart, qui lui-même a fait une thèse sur les Bouchis. Son épouse aussi a travaillé. Ce sont les Américains qui ont travaillé sur les Bouchis. Il y avait un autre professeur, le professeur Newberry, qui a fait une thèse sur les Boavo, principalement sur l'île Idjwi. Donc, ce sont ces grands professeurs qui m'ont orienté vers ces études sur les Bouchis et les Boavo. Alors, justement, on va revenir sur ces livres. Alors, ici, vous parlez également de la royauté. Oui. Et dans quel angle vous liez la royauté Bashi Bahavu? Bon, si je peux le dire. Bon, je voudrais vous dire que nous avons, nous Bashi, nous Bahavu, le même us et coutume. C'est-à-dire que nous partageons la même histoire, le Bashi, le même passé. En fait, comme disait quelqu'un, nous nous retrouvons en présence de deux communautés qui partagent, comme je l'ai dit, les mêmes us et coutumes, des communautés qui appartiennent au même clan. Parce qu'en fait, toute organisation chez les Bachis et les Boavo part d'abord de l'organisation de base, des organisations d'origine. Donc, tout a commencé par l'installation de familles, des familles qui ont évolué, qui se sont développées, créées des lignages, lignage mineur, le lignage majeur, le lignage ont fini par devenir de clans. Et les Bachis comme les Bahavu appartiennent au même clan et aux mêmes familles, si je peux m'expliquer. Alors, si on comprend bien, et d'ailleurs, tous les deux peuples parlent Machi comme langue. Non. Où il y a les Mahavu, il faut reconnaître qu'il y a les Mahavu, mais c'est les Machi. Disons, c'est la même langue. Ah, okay. Sauf que il y a une différence dans le ton. Les tons. Ceux qui sont vers les lacs parlent le Mahavu, qui est un Machi qui se rapproche des autres langues voisines, notamment les Kirundi et les Kinyarwanda. Ouais. Mais c'est les Machi, c'est comme vers le sud. Vous avez les Bafulero qui parlent aussi une langue voisine au Machi, mais avec des mots puisés du Kirundi et du Kivira. Ouais. Alors, nous comprenons déjà qu'il y a en fait, cette cohabitation, d'ailleurs, cette ressemblance, et d'ailleurs, on peut dire que c'est le même peuple, comme vous venez de le dire, professeur. Ouais. Alors, en parcourant votre livre, vous essayez aussi de parler sur la population qui bouge et les activités. Alors, les Bachis, si on peut le dire, parce qu'il y a Sa Majesté le Mwami Kabare qui est avec nous, leurs activités, les activités qui les caractérisent, sont-ils encore visibles aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous nous parlez de ces activités d'hier, les Bachis? Non, le Mouchi, si on peut le définir d'abord. Le Mouchi est un agriculteur. Il est attaché à la terre. Parce que quand vous analysez, vous décortiquez le terme Mouchi, vous allez trouver le mot Nchi, Nchi, la terre. Nchi, ça veut dire la terre. La terre. Ouais. Nchi, par terre. Nchi. Donc, c'est l'homme attaché à la terre. Okay. Mais le Mouchi est aussi éleveur pasteur. Éleveur pasteur. Le Mouchi s'occupe aussi
de la chasse, mais c'est une activité qui est réservée à une catégorie de population. Le Mouchi est artiste ou artisan. Vous avez le Mouchi, vous avez le développement des activités comme donc l'artisanat, la forge chez les Bachi. Et je discutais encore avec les Moigniers et vous, je dis les noms de Kabalé. Kabaré. Ah. En fait, c'est Kabalé. C'est Kabalé. Kabalé. Est-ce que je le prononce très bien? Kabalé. Kabalé. À Kabalé. À Kabalé. C'est le fer, le minerai de fer. Et le premier Mwami qui a porté ce nom, c'est Kabalé Kaganda, l'un des ancêtres de Nabouchi. Il est Nabouchi. Pourquoi il est Nabouchi? Nabouchi, c'est-à-dire le maître du Bouchi. Parce que c'est l'aîné de tous les Bami du Bouchi. Ça c'est comprend. C'est l'aîné de tous les Bami du Bouchi. Normalement, coutumièrement, en fait, c'est les Mwami de Kabaré qui donnent le pouvoir aux autres Bami. Il y a un secret, il y a un secret dans nos coutumes. Je ne sais pas si le Mwami pourra peut-être y revenir, mais il y a un symbole que le Mwami envoie aux autres Bami le jour de leur intronisation. Et il n'y a que lui qui peut donner ça. Et il n'y a que lui qui porte ce titre, parce que Nabouchi c'est un titre. Il n'y a que lui qui porte le titre de Nabouchi. Quel que soit son âge, il est considéré comme étant le père des autres Bami. Excellent, ça c'est très extraordinaire la coutume. Alors on n'a qu'à accepter parce que vous êtes professeur, on le rappelle. Donc si vous allez à Kaziba, vous allez à Luhinja, vous allez à Bourigny, vous allez à Ninja, le Mwami na Luhinja ne peut pas porter le titre de la bouche. Le Mwami na Kaziba ne peut pas porter le titre de la bouche. Le Mwami d'Engwesh, on ne peut pas l'appeler la bouche. Il n'y a que le Mwami de Kabaré qui porte ce titre. Ça c'est l'histoire. Alors, on va rappeler, vous pouvez nous parler de cette histoire. Nous attendons, nous avons ouï dire qu'à un certain moment, à travers le conflit, un roi d'Ibouchi a pris un roi de notre tribu, je ne sais pas, pour héberger ses enfants. En cas de, donc il y a un papa, il y a un roi qui était décédé, et le roi